Et salut Loïc, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah ça va super, très content de te recevoir dans le podcast No Rules. J'allais dire mon référent PNL, parce que en tant que PNListe, j'aime beaucoup suivre ce que tu fais, on va avoir le temps d'en parler. Allez, on va commencer direct, on y va, on est chaud. Qui es-tu Loïc? Pour qui je suis? C'est une bonne question, hein. Je me la pose plus parce qu'en fait, ça change à chaque fois. Qui je suis aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis avant tout, je pense, un entrepreneur passionné de PNL et qui commence à faire des liens entre les deux disciplines et regarder de quelle manière, justement, avec la PNL, un rapport plus centré sur l'humain, on peut améliorer ses résultats, les résultats de ses clients et rentrer dans une espèce de cercle vertueux pour tout le monde. Au-delà de ça, en fait, ce que j'adore avec la PNL, c'est aller chercher de la liberté individuelle. Permettre aux personnes d'aller contrôler jusqu'à leurs émotions, jusqu'aux pensées qui leur arrivent. En fait, tout ce qu'on pense, en fait, qui nous arrive, ou ces discours, nos croyances, tout ce qui nous enferme potentiellement. En fait, moi, j'aime faire sauter les barrières. Qui je suis au milieu de tout ça, je n'en sais rien. Un électron libre, un bâton de dynamite, whatever. Et tiens, l'électron libre ou le bâton de dynamite, qu'est-ce qu'il a fait de plus fou dans sa vie? Qu'est-ce qui a fait de plus fou? Pas grand-chose, en fait. Je suis une succession d'expériences ordinaires, j'ai l'impression. Je suis resté sur des rails pendant longtemps jusqu'au moment où j'ai déraillé avec un burn-out en 2020 qui m'a dit, tiens, je vais me former au coaching. Et puis petit à petit, ben, à la PNL, puis aux techniques de libération émotionnelle, puis un petit peu plus dans l'hypnose. Et puis tiens, bon, ben, maintenant que j'ai une activité, ben, ça serait quand même bien que j'en vive si je veux le faire longtemps. Et donc en fait, c'est continuer à naviguer dans l'échec. Tu vois, je pense que j'aurais pu ben, me décourager à plusieurs reprises. Je pense que ce que j'ai fait de plus fou, c'est de rester sur mon cap justement et toujours chercher droit devant la zone de liberté que j'ai pas encore explorée. Et donc, pour l'instant, je navigue à vue depuis 4 ans et je pense que c'est potentiellement ce que j'ai fait de plus fou. De continuer à naviguer à vue et surtout de kiffer ça au milieu, tu vois. Euh, le mot liberté revient dans ton récit. Ça évoque quoi chez toi la liberté? La liberté, qu'est-ce que ça évoque? C'est une excellente question, hein. Bah, c'est vraiment le fait de récupérer une forme d'indépendance, en fait, pas que j'ai pas eu, tu vois, mais vraiment se dire, OK, remettre en question les cadres, les codes sociaux, les normes culturelles, tout ce qui va permettre justement qu'on arrive à s'épanouir, à trouver un parcours qui corresponde parfois à des fonctionnements atypiques aussi. Et donc se dire, en fait, je rentre pas dans les cases. Tu vois, c'est accepter qu'on rentre pas dans les cases et se dire, OK, bah, je vais aller construire ma case, mes cases ou ma non-case, tu vois. Et c'est vraiment, En fait, je suis un gros joueur de jeux vidéo et je joue beaucoup, tu vois, à tous les jeux open world où tu vas explorer. Et moi, mon gros kiff, c'est d'aller parcourir l'ensemble de la carte et de regarder un petit peu tout ce qu'il y a à faire à droite, à gauche. Et puis me dire, tiens, bah, finalement, le temps que je vais passer, je finirai peut-être pas le jeu, mais en tout cas, j'ai juste envie de prendre plaisir sur le chemin. Et donc, la liberté, c'est se dire, en fait, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de sens. À la fin, on meurt. De quelle manière je prends plaisir, en fait, à parcourir ça? Et j'ai pas envie d'attendre, tu vois. Moi, je pense que le point de départ de tout ça, ça a été mon cancer en 2007. Où je me suis dit, eh ben, en fait, la vie, c'est court. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? En fait, je ne sais pas exactement. En fait, j'ai fait comme tout le monde, mais est-ce que j'ai kiffé? Je sais pas trop. Et donc, petit à petit, c'est se dire, tiens, finalement, je vais aussi m'amuser. Le temps que j'ai en forme aussi. Tu vois, je vois beaucoup trop de gens en ce moment qui partent à la retraite et qui sont trop fatigués pour en profiter correctement. Je me dis, c'est quand même trop con. Et donc, de quelle manière j'en profite aussi pendant que je suis en forme, justement, que je peux explorer, que je peux m'amuser, porter un regard neuf sur plein de trucs. Ton cancer, tu veux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Oh, bon, il n'y a pas grand-chose à en parler. Ça a été un point de départ, tu vois, se dire, tiens, ben, en fait, au départ, c'est une maladie de Hodgkin. C'est comme un lymphome, en fait, qui se déclare dans la gorge. C'est une forme de cancer des ganglions et ça a été traité par chimio, puis par radiothérapie. Donc, en vrai, bah, c'est 6, 9 mois, je sais même plus. Tu vois, le cerveau est tellement bien fait, il oublie les trucs qui ont plus d'importance. Moi, le seul truc que j'en retiens, c'est la vie, c'est court. Euh, Faisant quelque chose. Tu vois, ça nourrit une forme d'urgence à vivre.
Et Ouais, donc, et vas-y. donc cette volonté d'explorer. L'urgence à vivre, ça me fait penser à la fureur de vivre. Je te dis ça parce que dans mon autre activité, James et Dean, c'est un peu ce qu'on se dit. C'était le titre du film de James Dean. L'urgence à vivre, la fureur de vivre. Euh, du coup, cet épisode a créé chez toi cette urgence à vivre, cette envie de jouer, d'explorer, d'expérimenter. Euh, et aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, tu te retrouves ce jeu? Complètement. En fait, à la suite de ça, j'ai commencé à me dire, tiens, et si je commençais à évoluer, tu vois, au départ, j'étais développeur en informatique, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêcherait de développer ce truc-là? Qu'est-ce qui m'empêcherait de m'amuser? Et donc, en fait, de développeur informatique, j'ai pris des responsabilités techniques. Et puis, comme je gagnais, enfin, ça marchait bien, j'ai fait des réponses à appel d'offres et de l'avant-vente. Et comme je gagnais des projets, ben, en fait, j'ai dû gérer des projets. Et donc, j'ai fait de la gestion de projet. Et comme j'avais des projets à gérer, petit à petit, on m'a donné des gens à manager. Donc, je suis devenu manager. Et comme finalement, peu de monde comprenait ce que je faisais, j'ai aussi dû les recruter. Et une fois que j'avais un début de pôle de développement informatique, ben, j'ai dû passer les audits qualité, les certifications ISO 9001 et tout et tout. Et petit à petit, comme ça marchait bien sur Toulouse, j'ai fait du multisite. Et à chaque fois, c'est venu empiler. Je me suis dit, ben, en fait, tant que je joue, je gagne. Et c'est ce qui m'a permis de commencer, tu vois, à développer, je pense, au départ, c'était de l'intrapreneuriat, donc de l'entrepreneuriat, mais porté par une entreprise. Et petit à petit, ça m'a permis de développer, de nourrir de la curiosité, de voir pas mal de trucs. Et ensuite, bon, j'ai été embauché chez un gros industriel de l'aéronautique. Et là, je me suis retrouvé avec un bien meilleur salaire, un intitulé de poste similaire, mais des cadres, des cases beaucoup trop petites, en fait. Et j'ai fait un brown-out, en fait, une forme de dévitalisation, de perte de sens dans mon boulot. Je me suis dit, mais je crois que j'ai fait le tour en fait de l'ingénierie système et de l'informatique. En plus, derrière, ça nourrit des projets qui sont pas forcément en lien avec mes valeurs ou un mode de travail contre lequel enfin, contre lequel ben, je lutte en fait. Moi, mon objectif, tu vois, depuis que je suis manager, c'est l'humain avant les process. Et je suis tombé dans l'exact opposé. J'étais vraiment en lutte forte, tu vois, entre ce qu'on me demandait de faire et la manière dont je voulais le faire. Et donc, je me suis dit, plutôt que de débugger des ordinateurs, je vais commencer à débugger des cerveaux pour des gens qui en ont envie. Et c'est comme ça que petit à petit, ben, en fait, je me suis dit, ben, je redeviens développeur, tu vois, programmation neurolinguistique. On redevient développeur du cerveau. Et donc, petit à petit, et puis jusqu'au moment où là, je suis formateur PNL. Et puis, ça me permet d'augmenter la portée petit à petit, tu vois. Et il y a toujours ben, exactement comme dans les jeux de rôle, c'est quoi l'étape d'après? C'est quoi le niveau d'après? Comment j'évolue à partir de là? Et je pense que tu vois, c'est vraiment ce qui me drive, c'est quoi le step d'après? Quand je suis en train de dérouler le step de maintenant, je suis déjà en train de réfléchir aussi à qu'est-ce qui se passe dans 3 5 10 ans potentiellement. Alors, il n'y a pas un scénario, il y en a plein, mais en fait, lequel m'amuse le plus? Et c'est vraiment ça, tu vois, cette espèce de jeu perpétuel dans la progression, et puis en faisant attention aussi à pas le faire n'importe comment, histoire de... Parce qu'en fait, tu n'as pas trop de continu ou de possibilités de respawn après si tu te plantes trop dans l'entrepreneuriat en France. Donc, c'est aussi le faire de manière sécure, de manière calculée, mais sans jamais perdre ce plaisir pour le jeu. Comment tu fais? En fait, je choisis mes projets, je choisis les gens avec que je bosse, enfin avec qui je bosse. Et c'est vraiment ça. Déjà bah, la plupart de mes clients, c'est les gens avec qui je prendrais plaisir à aller manger, tu vois, à prendre un café, à discuter, même sur des temps off. Donc en fait, j'ai cassé cette notion de travail, le côté sérieux du travail. Ça veut pas dire que ce que je fais n'est pas sérieux, ça veut dire que je m'autorise à y prendre plaisir et qu'en autorisant à prendre plaisir nos clients aussi, en fait, ils deviennent curieux de leur propre fonctionnement. Et donc, c'est faire naître, tu vois, cet esprit de jeu chez mes clients aussi, de sorte que finalement, on est tous en train de dérouler un gros jeu ensemble. Et donc, il y a même plus cette notion de travail le matin, je me lève pas en me disant, ah, c'est relou, va falloir bosser. Non, je me lève, j'ai déjà plein d'idées, allez, on s'y met, on fait le café, et puis on commence à réfléchir, et puis on pose des trucs. Tiens, si j'ai plus envie de réfléchir, je vais faire un petit tour dehors, je vais m'aérer, et puis j'y retourne. Et c'est vraiment trouver un rythme, tu vois, qui me convienne, je pense. Et donc, tu vois, tu me parlais tout à l'heure, c'est quoi la liberté pour toi? Bah, c'est pas grand-chose, hein. C'est la possibilité de me lever quand j'en ai envie, de bosser quand j'en ai envie, de pas bosser quand j'en ai pas envie, de bosser avec les gens avec qui je prends plaisir à bosser. Et c'est déjà énorme. Comment tu fais pour ne pas retomber dans des cases, puisque tu aimes en sortir? Ah bah là, je crois que de toute façon, je suis extrait de toutes les cases, hein. Les gens, quand je leur parle de ce que je fais, ils comprennent plus. Tu vois, même mon bootcamp.
qui booste les résultats entrepreneuriaux sans jamais parler d'entrepreneuriat. En fait, c'est hyper concept. Hier, je discutais avec une de mes clientes qui me disait, mais moi, mon premier réflexe, quand j'ai vu ça, alors je te faisais confiance, mais j'ai été chercher de la validation externe. Il n'y a personne qui a compris, en fait. Quel lien on peut faire justement entre l'état d'esprit et le fait de booster ta posture entrepreneuriale et tes résultats. Et donc, en fait, je crois que j'ai construit une case où je suis tout seul pour l'instant. Tu Tu, vois, tu- ma belle-sœur me dit, tiens, t'es tout seul sur ta branche. Bah, c'est un petit peu ça. comment tu Et se présentes? dire, OK, en fait, les gens ne comprennent pas encore, mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils répondent plus à l'intention au bout d'un moment que au quoi ou au comment. Et justement, comment tu présentes ce que tu fais à avant de comprendre ce que tu fais, tu vas nous l'expliquer, mais juste, tiens, si tu dois, comment tu présentes ce que tu fais à ton entourage? Bon, simplement parce que ça les saoule, en fait. À part Caro, tu vois, qui bosse avec moi, c'est ma compagne, qui bosse avec moi sur certains projets. Mais je le garde vraiment, tu vois, pour les gens qui ont envie de le comprendre déjà. Je vais pas forcer, tu vois, parce que sinon, bah, potentiellement, j'ai des risques de résistance, tu vois, ou tu es sûr que ça peut marcher, ou voire même ça marchera jamais, c'est n'importe quoi, retourne salarié. Donc je me dis, en fait, de un, ça les intéresse pas forcément, de deux, bah, on va rentrer dans du détail, et puis, donc en général, j'expédie, je dis que je suis formateur, tu vois, en coaching, et puis ça va bien, et que j'aide les personnes à atteindre leurs objectifs. Et si vraiment il y a une personne qui s'intéresse, qui a envie de comprendre un petit peu plus, à ce moment-là, je délivre un petit peu plus. Mais Ouais. c'est vraiment adapter la granularité de ce que je délivre à qui, et surtout au-delà de l'intérêt communiqué, parce que les gens sont polis. Tu vois, si au bout de 2 minutes, il est en train de décrocher, on a un petit peu perdu notre temps tous les deux. Donc, je donne la juste truc et puis j'attends que justement l'information soit tirée. Mm. Ouais, puis souvent l'entourage n'est pas dans le même niveau de conscience que nous, du coup, effectivement, les éléments de langage sont pas non plus les mêmes. Et bah, explique-nous maintenant à nous et tous ceux qui comprennent ce que tu fais, parce que les personnes qui écoutent sont souvent des solopreneurs, coachs et autres d'ailleurs. Tu fais quoi? Tu aides qui à faire quoi? Ah, j'aide qui à faire quoi? Alors, j'ai deux cibles en fait. En tant que formateur PNL, tu vois, j'aide les coachs, les thérapeutes à gagner des techniques pour aller travailler sur au niveau des blocages inconscients de leurs clients. Alors, quand on dit les blocages inconscients, ça va être toutes les émotions, les peurs de réussir, les peurs d'échouer, les peurs d'avoir de l'argent ou les peurs de ne pas en avoir, les insécurités. Ça va être les syndromes de l'imposteur ou les gens qui nous disent j'ai pas confiance en moi. Donc, en fait, je fais des bootcamps où à la fois je leur donne les techniques pour débloquer leurs clients par rapport à leur stress, leur colère, leur peur, mais à travers de la pratique. Donc en fait, c'est le double effet qui se coule, c'est que les gens, en fait, ils viennent pour apprendre des compétences et ils repartent avec des compétences et aussi des transformations à titre individuel pour pouvoir communiquer plus facilement sur les réseaux sociaux, pour pouvoir bah, se vendre plus facilement ou avoir une vision plus claire de ce qu'ils font ou refaire la paix avec leur légitimité. Tout ça, tout ça. Donc en fait, je forme les coachs et les thérapeutes par la pratique à la PNL pour avoir des outils supplémentaires qu'on ne voit pas en école de coaching traditionnellement. Mm. Et là, depuis cette année, j'ai ouvert un bootcamp pour les consultants en stratégie, les consultants en stratégie marketing ou communication ou management, qui pour l'instant ont des bons résultats, mais qui sentent qu'ils pourraient amener leurs clients plus loin. Et donc, eux, je les forme bah, aux outils à la posture du coaching professionnel, et je leur donne aussi les premières clés de la PNL, encore une fois, pour amener leurs clients plus loin et donc de meilleurs résultats, pour pouvoir affiner leur posture, pour pouvoir affiner justement la clarté de leur positionnement, la clarté de leur communication. Et donc, en fait, les effets, même si on ne parle pas entrepreneuriat, bah, c'est généralement un meilleur taux de closing avant, une meilleure rentabilité pendant, parce que justement, ils arrivent à mieux autonomiser leurs clients, à mieux les responsabiliser, et donc à faire porter une partie de la charge qu'ils prenaient jusqu'à présent dans les activités de suivi, dans potentiellement le fait que le client, bah, il ne vient pas au rendez-vous, qu'il n'a pas fait ses trucs, et donc qu'il ne passe pas à l'action jusqu'au moment où il se décourage, qu'en fait, ils ont de meilleurs résultats en moins de temps avec un client plus engagé. Et en plus, comme on passe par l'humain, au-delà des compétences, en fait, c'est les clients qui se disent, tiens, la personne peut en plus m'amener un step plus loin. Une fois qu'on est rentable sur l'activité, que j'ai mis en place, que j'ai obtenu les premiers résultats, de quelle manière elle peut encore continuer à m'accompagner, en fait, dans les prises de conscience et dans le step d'après par rapport à ma stratégie. Et donc, c'est vraiment transmettre, tu vois, cette passion de la croissance perso dont je parlais tout à l'heure, tu vois, avec les jeux de rôle, c'est quoi le step d'après? Mm. Se dire, tiens, on va ouvrir des portes. En
fait. C'est vraiment ça, c'est ouvrir des portes. Du coup, tu me dis, si je résume bien, quelque part, tu transmets, d'un côté, tu transmets une technique, de l'autre, tu transmets une posture, mais tout ça grâce à la PNL. C'est ça. À la PNL et au coaching professionnel. Et au coaching, bien sûr. Tu peux nous, on va revenir après sur, parce que tu as dit quelque chose qui est évidemment intéressant pour nous tous, qui est, tu parlais de peur, syndrome de l'imposteur, légitimité, etc., croyance, barrière mentale. On va revenir après là-dessus. Avant, est-ce que tu peux nous dire, nous décrire, nous donner ta description ou ta vision de la PNL, programmation neurolinguistique donc. Ouais, ça va dépendre. En général, tu vois, la définition, je l'adapte à la personne en face. En fonction de ce qu'elle a envie d'entendre. Une personne très logique, en fait, très rationnelle, je lui expliquerai en fait que bah, tout ce qui nous arrive, toutes les pensées, toutes les peurs, c'est des émotions. C'est des émotions, des neurotransmetteurs. On parlerait plutôt neurosciences, justement, et se dire, tiens, quand on fait des trucs dans notre tête, on est capable de se sentir bien ou mal. En fait, la PNL, c'est cette liberté qu'on va avoir de pouvoir choisir ce qu'on alimente. Sur quoi on porte notre attention qui va faire que ben, on nourrit plutôt des schémas anxiogènes ou plutôt des schémas enthousiasmants et qui, petit à petit, vont nous permettre justement d'aller plus ou moins en confiance ou plus ou moins en aversion face à certains comportements. C'est ce qui va nous permettre de nous lancer ou au contraire de rester immobile. Et une personne beaucoup plus, je dirais hippie ou perché, mais tu vois, on pourrait parler de finalement des émotions, on pourrait parler de tout ce que tu fais. Au final, la finalité est la même, c'est reprendre la main sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos sensations. Tu vois, les personnes qui ruminent, en fait, l'inquiétude, elle est là au départ, mais qu'est-ce qui fait qu'elle continue à ruminer, tu vois, passer la première, la deuxième minute, c'est bon, j'ai compris, je suis juste en train de me retourner le même film en boucle. Au bout de combien de temps je me saoule, en fait? Et de quelle manière le fait de ruminer est une solution utile pour résoudre mon problème? Et donc, la PNL, tu vois, c'est vraiment cet espace de liberté de reprendre la main sur ce qui nous arrive de manière automatique. Toutes les ruminations, les peurs, les contrôles en regardant un petit peu, en utilisant des techniques de visualisation et un ensemble d'outils, de techniques ensuite qui vont nous permettre de reprendre la main sur nos sensations corporelles, sur la manière dont nos pensées arrivent, dont on les traite, la manière dont on va accéder à certaines mémoires et la manière dont on les projette aussi dans la suite de manière anxieuse ou pas. Comment tu fais pour reprendre la main sur une peur? Sur une peur, premier truc, alors ça va dépendre de la peur. D'abord, je vais aller creuser comment tu t'y prends toi pour avoir peur de la manière dont tu as peur. Et Toi, il se passerait quoi si on enlevait cette peur, tu vois? Parce que potentiellement, il y a une charge utile. On n'enlève pas la peur, tu vois, sans vérifier que la personne va se mettre en danger d'une manière ou d'une autre. La peur, en général, c'est un bon indicateur qui te dit que tu te sens en danger par rapport à quelque chose. Est-ce qu'il y a des éléments dans ton quotidien qui te donnent raison d'avoir peur de ce truc-là? Tu vois, une personne qui vient me dire bah, j'ai peur que mon copain me trompe, en fait, tu as des raisons de le penser. Oui, il l'a déjà fait 3 fois. Ok, on va peut-être pas enlever la peur, on va peut-être regarder de quelle manière on traite le sujet. Ou alors la personne qui me dit non, j'ai aucune raison, mais c'est juste que dans mon entourage, il y a un pote qui l'a fait et j'ai un petit peu peur que ça m'arrive à moi. Mais moi, je le connais, mon copain, tu vois, il est plutôt fiable, il est plutôt fidèle. Ah bah, et du coup, t'as pas de raison d'avoir peur, non? Ben non, il se passerait rien. Et puis en plus, ça me permettrait d'être moins relou avec lui. Ok, là, on peut enlever la peur. Elle se Hmm. situe où la peur? Elle arrive quand? De quelle manière elle se déclenche? Tu es obligé de penser à quoi? De convoquer quelle pensée? Potentiellement, tu m'as dit de penser à ton autre ami qui a trompé. Et comment tu t'y prends, toi, aujourd'hui, pour avoir ta peur? C'est quoi ton mode d'emploi pour créer cette peur-là spécifique? Et une fois qu'on l'a, après, on va avoir un ensemble de techniques sur, soit en travaillant au niveau somatique, sur en fait une émotion, c'est une sensation à l'intérieur de ton corps. Comment tu sais que tu as cette sensation? Tu peux te sentir un petit peu plus mal par rapport à ça. Super. Vas-y, pense-y un petit peu plus et regarde comment cette sensation évolue. Et ensuite, la faire partir dans l'autre sens. Et donc, tu vois, c'est un ensemble de techniques, de protocoles. Ou alors, est-ce qu'on travaille directement au niveau du somatique ou est-ce qu'on a juste envie de bloquer la première pensée? La première pensée qui nous dit, tiens, tu risques d'être trompé, qui, elle, est ensuite génératrice d'émotions. Donc, c'est exactement comme un programme informatique. En fait, c'est pour ça que j'aime bien l'analogie, tu vois, avec la programmation neurolinguistique une fois que tu commences à détailler les lignes de code qui composent ton programme inconscient, bah, tu te dis, tiens, à quel endroit j'ai envie de le débugger. Et donc, c'est vraiment cet espace-là de se dire, tiens, avant de chercher à résoudre, j'ai envie de bien comprendre en fait comment ça fonctionne et à quel endroit c'est le plus pertinent de venir résoudre le bug.
C'est marrant, quand je te vois et quand je t'entends, et puis parce que je te connais, euh, on voit déjà que tu es, passionné par ça, la manière dont on parle. Et puis tu as un côté très ingénieur informatique du coup, où, et c'est vrai que c'est vraiment un des buts de la PNL, c'est d'aller vraiment décomposer les processus pour voir où est-ce qu'on peut remplacer certaines pièces, certains dominos, on va dire, si on prend l'image des dominos qui se suivent. Et on voit que c'est quelque chose que t'as employé le mot protocole dans ce que tu as dit. On sait que la PNL, c'est un ensemble de protocoles, entre autres. Et en même temps, dans ce que tu dis et ce que tu dégages, il y a ce côté très expérimental, très jeu. Et on peut souvent opposer les deux. Moi, d'ailleurs, souvent, je pose les deux, le côté technique et le côté pratique. Qu'est-ce que tu Clairement. penses, toi, de Tu ça? vois, j'ai écouté le podcast avec ton invité qui est formatrice PNL il y a Tania, deux ouais. semaines. Tania Et, Laferte. euh, et en fait, elle dit la PNL, c'est quelque chose de très rationnel, de très logique, de très reproductible. C'est étude des stratégies. Je me suis dit, mais je suis pas d'accord du tout avec ça. Enfin, je suis potentiellement d'accord, mais en fait, c'est pas ma vision. Je pense que les protocoles, c'est vraiment la cerise sur le gâteau une fois que tu as bien déconstruit par curiosité. Pour moi, avant tout, la PNL, c'est une histoire d'état d'esprit. Hmm. La PNL, en fait, c'est du bouddhisme appliqué. Si on y réfléchit, le bouddhisme, il nous dit, en fait, c'est pas la réalité qui pose problème, c'est tes attentes par rapport à la réalité qui sont déçues. Qui font qu'après, tu souffres parce que t'as pas ce que tu voulais. La PNL, c'est exactement ça. Tu revois ta perception du monde, potentiellement, déjà, bah, t'enlèves une partie de tes problèmes. Et donc, c'est vraiment cette capacité d'utiliser les présupposés, tu vois, comme philosophie de vie, presque, tu vois, se dire, tiens, est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que finalement, mon problème, c'est juste que j'ai pas suffisamment d'options? Et finalement, il y a plus de valeur, je trouve, dans les présupposés que dans les protocoles. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas être praticien PNL à la lecture d'un bouquin ou en utilisant des protocoles. C'est que finalement, si on ne les rattache pas à ce qui les a amenés au départ à apparaître, ben, ça perd du sens. Ça reste quelque chose qu'on fait, alors que la PNL, au départ, tu vois, c'est vraiment une liberté de penser qu'on offre à nos clients. Et donc, on ne va pas donner de la liberté de penser en l'enfermant dans de nouveaux protocoles, dans un nouveau cadre de référence qui serait potentiellement plus permissif, mais ça reste un cadre. Hmm. Justement, la PNL, pour moi, c'est, ben, on est sur nos rules, hein, ben, la PNL, c'est nos cadres, c'est vraiment ça, c'est un état d'esprit de curiosité qui se pose et remettre en question à chaque fois les limites, ben, qu'est-ce qui me fait penser d'ailleurs, j'ai besoin d'enlever cette peur, tu vois. C'est un petit peu l'objet, tu vois, de finalement la seule différence entre nous en tant que coach, en tant qu'expert, en tant que consultant et n'importe quel IA, c'est notre capacité à pas juger, à pas prendre pour vrai les problématiques de nos clients. Et qu'est-ce qui ne nous est pas dit aussi? De quelle manière, en fait, notre client communique ou ne communique pas sur certains éléments? Qu'est-ce qui va faire que moi, intuitivement, je le crois ou je le crois pas quand il me dit ça? Et de quelle manière j'ai envie d'être curieux sur le fait que déjà sa demande en entrée est complètement éclatée. J'aime beaucoup, évidemment, ton approche, et je retiens, la PNL, c'est du bouddhisme appliqué, c'est ça, hein, c'est ce que tu as dit, Ouais. hein. J'adore. C'est, non mais en tout cas, c'est très cohérent avec ce que tu nous as raconté, ton histoire et ce côté, de partir de maintenant, je rentre plus dans les cases, je joue. Et la PNL, c'est mon espace de liberté pour jouer et j'aide les autres à faire pareil. Toi, en tant que spécialiste, on va dire, de cette discipline, quelles sont encore tes limites ou tes peurs? Bah, mes limites, c'est vraiment comment on explique, tu vois, et c'est plus, tu vois, dans la manière de la vulgariser pour ouvrir un petit peu plus, tu vois, le fait que le marché s'ouvre à la PNL. Parce qu'en fait, tu vois, ce qui est compliqué avec la discipline, c'est que pour les coachs, la PNL, c'est de la thérapie. Pour les thérapeutes, la PNL, c'est du coaching. Pour les hypnos, la PNL, c'est du coaching, alors que pour les coachs, la PNL, c'est de l'hypnose. Finalement, encore une fois, on sort des cases. Et donc, en fait, c'est d'amener de la curiosité vis-à-vis de ça. Et c'est hyper compliqué, tu vois, à travers les réseaux sociaux, d'expliquer simplement un concept un petit peu complexe. Et donc, c'est de la répétition. Ensuite, une fois qu'on y est, ben, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a déjà les éléments de réponse dans la manière de communiquer. Tu vois, au-delà d'être un état d'esprit, des protocoles, c'est aussi tout un ensemble de techniques de communication qui Hmm. vont faire qu'on comprend mieux à qui ça s'adresse. Mes limitations aujourd'hui, elles seraient plus au niveau de comment on le fait au niveau du collectif. Pour l'instant, Ok. je me suis intéressé à la PNL de Bandler essentiellement, qui a une vocation plus orientée thérapeutique ou accompagnement à portée individuelle. Je commence à jouer un petit peu avec ce qu'on peut en faire au niveau des équipes, pas des organisations, parce que les organisations m'emmerdent. Au bout d'un moment,
les responsabilités sont trop diluées et donc tout le monde est responsable de rien et personne n'est vraiment responsable de quoi que ce soit, tu vois. Surtout qu'après, dans les grosses organisations, de plus en plus, on engage la mobilité. Donc, au bout de 2, 3 ans, la personne ne sera plus là. Je discutais avec mon pote Christophe Chen lors d'un épisode de podcast l'autre jour et il appelle ça l'opération fesses propres. Et Fesse c'est propre? l'opération fesses propres, ouais. C'est comment je fais, moi, pour surtout ne toucher à rien en attendant de pouvoir en être parti. Hmm. Tu vois? Et c'est vraiment cette notion de déresponsabilisation successive, de millefeuille à la française, on parle aussi, qui fait que finalement, de plus en plus, on a de moins en moins de poids dans les transformations. Donc, mes limitations, je pense, tu vois, même en termes d'ego, c'est que j'aime bien que ce que je fais ait un impact à un moment donné. J'ai beaucoup de mal à me dire, tiens, je vais donner des compétences, je vais donner un petit peu de moi aussi à travers ce que je fais à des personnes qui ne pourront rien en faire. Et donc, moi, ça me bloque un petit peu dans le sens où ça me fait perdre un enthousiasme. Voilà, un petit peu en termes de limite. Comment tu mesures ton impact? Un impact en général, ça arrive après, tu vois, là, tu vois, sur mon dernier bootcamp, il y a une personne qui est venue, qui n'arrivait pas à se rendre visible. À la sortie du bootcamp, elle va faire des vidéos, elle les poste sur LinkedIn. Je me dis, tiens, il y a eu un impact. Hmm. Sur les ateliers de supervision, il y en a une qui vient et qui nous dit, en fait, mon client, il achètera jamais à ce prix-là. Elle ressort, juste après la séance, elle appelle son client, elle vend une offre à 8K. Et donc là, je me dis, il y a eu un impact. Tu vois, sur une supervision offerte, Clairement. il y a eu un impact à 8K. Et donc, c'est à ce genre de truc, tu vois, de se dire, tiens, il y avait un blocage, il n'y a plus de blocage. La personne est passée à l'action, elle a vu que ça se passe bien et donc elle peut continuer sur son Hmm. chemin. C'est quoi? T'as une anecdote à nous raconter, genre le truc le plus fou, le plus insolite que t'aies vu, Le plus fait, insolite, raconté? c'était pendant le Covid, quand j'ai commencé à appliquer, j'ai une personne qui est venue parce qu'elle était phobique du test nasal. Ah ouais, oui, à l'époque, fallait Elle mettre voulait pas qu'on lui mette un truc dans le zen, tu vois. Et elle m'a dit, mais jamais j'y vais, tu vois. Même, elle était en train de paniquer sur sa chaise pendant la séance. On passe 1 heure. Et puis après, c'est sa mère qui m'appelle pour me dire, non, mais en fait, je sais pas ce que vous avez fait, mais c'est juste magique. Au départ, tu vois, avant la séance, elle était capable de se rouler devant la voiture pour pas y aller, de se caler devant les pneus pour dire plutôt crever. Et à la sortie, elle était presque enthousiaste à l'idée d'aller se faire le test. Et c'est vraiment ça, tu vois, ou même ma toute première cliente, je me souviens, en fait, elle voulait se lancer en tant que chanteuse semi-pro et elle était timide. Et donc, en fait, les cartes de visite, elles restaient dans le tiroir. Derrière, elle avait une chaîne YouTube, mais elle n'avait jamais rien posté. Et après la première séance, justement, on fait un changement de croyance sur le fait que si je suis pas invité, en fait, les gens, ils vont mal m'accueillir et puis je vais être rejeté. En 20 minutes, on a fait le changement de croyance et le soir même, elle appelle son cousin. Ils prennent la caméra et elle va se filmer devant la mairie de son village. Elle tourne 3 vidéos et le soir même, en fait, elle poste les 3 vidéos d'elle en train de chanter sur sa chaîne YouTube. Elle a les premiers retours. Et en fait, elle a fait son premier album là-dessus, tu vois, pour la famille, mais elle en a vendu 120. Et elle se dit, mais en fait, ouais, ce que j'aime, ça peut avoir de la portée. Et donc, en fait, au-delà du fait que il y a eu cette première mise en mouvement, c'est qu'après, elle a pu commencer à distribuer ses cartes de visite, commencer à aller discuter avec des agences événementielles pour pouvoir animer, tu vois, des cérémonies ou des choses comme ça. Ouais, il y a un côté très magique dans ce que Ouais, tu racontes. et tu vois, sur le dernier bootcamp, il y a eu ce retour-là sur, bah tiens, on a passé 3 jours, on ressort avec une baguette magique, en fait. On est capable d'enlever une peur. Mm, On est capable de faire sauter une croyance qui bloquait notre client. On a été capable de gagner en sérénité. Et en fait, c'est des trucs, si tu sais pas que c'est possible, bah, tu sais pas que c'est possible. Et mm. pour autant, c'est pas compliqué. Ouais, c'est toujours assez, enfin, c'est incroyable, hein, ces transformations qui arrivent. Est-ce que tu as des moments où ça ne marche pas, ça fonctionne pas? Non. Non? Non, non, non. En fait, il y a des fois, ça peut ne pas marcher, mais en fait, ce qui fait que ça marche pas, c'est comment je m'y prends maintenant avec mon client pour faire en sorte que ça marche pas. Et Mm, donc, tu vois, on va débugger le processus de ce qui est en train de se jouer en termes de résistance. Il y a ouais. peut-être un truc que tu m'as pas dit, il se passerait quoi si ça marchait trop? Ah! Et là, en général, on arrive sur les peurs de la réussite, sur finalement les sentiments d'appartenance. Ouais, mais si je m'autorise à trop briller, qu'est-ce qu'ils vont dire dans la famille? Tu vois, il y a toujours un blocage de cet ordre-là. Si c'est pas un truc de l'ordre du sécuritaire, c'est un truc de l'ordre de l'appartenance, du social. Ou alors, derrière, potentiellement, on n'est pas en train de travailler au bon endroit et donc on creuse.
Encore Ouais. une fois, tu vois, il y a un des présupposés de la PNL qui nous dit il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Ben ouais, en fait, ça marche pas. C'est en train de nous donner une information sur comment c'est en train de ne pas fonctionner. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'entête dans ce que j'avais prévu de faire ou est-ce que justement, j'explore avec mon client, je le rends curieux justement de tout ça? Et puis, j'accueille la résistance pour ce qu'elle est, en fait, une objection, tu vois, une objection au changement. Et donc, en fait, c'est potentiellement porteur d'informations. C'est comme sur une vente, en fait, tu vois, un processus de vente. Si tu poses pas les questions sur les objections à ton client, il achète pas, mais tu sauras jamais pourquoi. Si il te livre ses objections, il est en train de te donner les clés sur comment tu vas réussir à le convaincre plus tard. Et donc, c'est se dire, en fait, toutes les infos, toutes les résistances, tout ce qui marche pas, c'est potentiellement porteur d'informations sur ce qui pourrait marcher aussi. Il y a toujours ce côté, c'est ça que j'adore aussi, c'est qu'il y a toujours ce côté, il y a toujours une solution, quoi. Il y a toujours une perspective qui est favorable à la solution. Qu'est-ce que tu as envie de dire j'allais dire, aux gens qui pensent que la PNL c'est du charlatanisme? Je te donne juste, il y a pas longtemps, justement le podcast que j'ai fait avant avec Tania, qui fait de la PNL, comme tu l'as dit, lorsque je l'ai publié et que j'en ai fait la promotion sur les réseaux sociaux, j'ai un ami à moi, c'est souvent nos amis qui sont nos haters, c'est étonnant, hein, qui m'a écrit, parce qu'en fait elle est infirmière et elle va dans les hôpitaux aussi faire de la PNL pour les infirmiers et médecins. Et il me dit, tu sais, ça existe depuis des années, c'est un peu mal vu. Enfin, il y avait une critique un peu derrière. En gros, la PNL, c'est du charlatanisme, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui le pensent? Parce que j'imagine que tu en as croisé des gens qui le pensent. Bah, en fait, il y a la PNL et il y a les PNListes. Il y a la technique et la manière dont elle est appliquée. Et ouais, c'est un petit peu comme la communication. Avec la communication, ben, tu peux soulever des foules, hein. Les politiques, ils n'utilisent pas de figures d'hypnose ou de techniques thérapeutiques et pour autant, ils sont capables de mobiliser des millions de personnes. Le fait que ça se fasse à des vocations plus ou moins éthiques, c'est très dépendant de la personne qui le manipule. Comme un couteau, en fait. Un couteau, bah, au départ, tu peux couper un morceau de pain, tu peux aussi planter quelqu'un. C'est vraiment le double truc, c'est que c'est une technique puissante qui va pouvoir ensuite avoir des effets. Ce qui va se jouer, c'est que ben, la PNL, en fait, c'est un objet. C'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser une fois que tu sais dans quelle intention tu utilises, pour quelle manière tu utilises. Et puis après, ça dépend aussi du niveau d'expérience, du niveau de curiosité, de la manière dont la personne l'a assimilé. Tu vois, c'est comme les gens qui te disent les psys, c'est nul. Ben, en fait, il y a des psys très bien et il y a des psys qui n'ont pas de résultat. Pareil avec les coachs. En fait, c'est des disciplines qui sont tellement dépendantes de la personne qui pratique que finalement, c'est difficile, tu vois, de catégoriser. Ensuite, en PNL, c'est ce qu'on appelle la généralisation. Et ben, j'en connais un qui est nul, donc ils sont tous nuls. Encore une fois, est-ce qu'il était nul ou est-ce qu'il n'a pas creusé le bon sujet ou alors est-ce que c'était pas le bon moment ou est-ce que c'était pas le bon contexte? Tu vois, c'est comme les coachs. Là, je digresse. Comme les coachs en entreprise. Qui interviennent souvent sur du coaching de cadre et qui interviennent en last minute, où finalement le message caché, c'est soit il change, soit il dégage. Ben, en fait, tu te dis que la personne, elle n'a pas d'autre choix en fait que d'être volontaire pour son coaching au risque de perdre son boulot, mais finalement, est-ce que ça reste très éthique dans la manière dont ça va être utilisé? Hmm. La PNL, c'est un petit peu ça. Est-ce que déjà la personne est volontaire? Est-ce qu'elle change pour elle? Qu'est-ce qui l'amène à changer? Ensuite, tu vois, c'est gentil, la gestion du stress. On peut travailler sur la gestion du stress, mais si l'environnement reste anxiogène, pareil, en fait, tu vois, surtout dans les hôpitaux, bah, c'est bien gentil, on va vous apprendre à gérer votre stress et on diminue de moitié les effectifs. À quel moment c'est cohérent, tu vois, dans l'approche? Donc, c'est aussi ce qu'il y a d'intéressant avec la PNL, c'est qu'il y a tout un pan qui prend naissance dans la systémique, dans bah, l'exploration aussi du contexte qui a généré l'environnement. Et si l'environnement ne change pas et que la personne, elle change, mais qu'elle revient exactement dans le même contexte qui a généré le problème, qu'est-ce qui fait que ça ne reproduirait pas et réapprendrait pas les mêmes problématiques? Hmm. Et ensuite, il y a un deuxième point par rapport à ça, c'est au-delà du charlatanisme, il y a pas mal de personnes qui nous disent la PNL, c'est pas éthique. En fait, le problème de la PNL, c'est qu'elle s'est importée trop tôt en France. Elle s'est importée dans les années 80-90 où on n'avait pas encore l'approche du coaching. On était encore dans une approche très conseil, dans une approche très orientée résultat sur, en fait, ce qui va qualifier un bon commercial, c'est le fait qu'il vende plus que les autres et potentiellement à des gens qui n'ont pas vraiment besoin. Et donc, en fait, on a surtout importé dans un premier temps les techniques de recadrage sur comment tu vas donner des nouvelles perceptions à tes clients. J'ai vu pas mal de pénalistes aussi qui sont très culpabilisants sur, en fait, si tu changes pas maintenant, dans 2, 3 ans, bah, à quel point tu n'as pas changé, à quel point tu as besoin de faire appel à moi maintenant, tu vois.
ça va être aussi les écoles et la manière dont c'est enseigné. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le coaching, lui, commence vraiment à prendre naissance depuis 2010 avec une approche qui est plus centrée sur la personne. Et donc, potentiellement, ça laisse place à une PNL qui est beaucoup plus éthique aussi que celle qui a été importée trop tôt. Donc, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs branches. Et encore une fois, il y a des personnes qui sont issues des anciens courants, qui font de la mise à jour, qui se tiennent au courant, qui vont travailler sur leur déontologie, sur les notions d'éthique et de morale. Et qui, donc, encore une fois, c'est très difficile de faire porter le chapeau à la PNL. Tu vois, la PNL, ça veut rien dire. La PNL, c'est un état d'esprit de liberté, ça va être des techniques de communication, ça va être des protocoles de changement. Mais au final, ce qui compte, c'est l'intention avec laquelle c'est fait, la manière dont ça a été appris, la finalité avec laquelle c'est utilisé. Tu vois, le fait qu'on continue à l'enseigner en école de commerce, qu'on continue à l'enseigner en école de management pour mieux gérer, pour mieux responsabiliser, pour mieux déléguer, pour... En fait, c'est vraiment ça. Tu vois, pour moi, la notion d'éthique, elle est vraiment sur à qui ça sert. La PNL pas éthique, elle sert le praticien. Oui. Elle sert le praticien à faire rentrer le client dans la case où il pense qu'il devrait aller. C'est ce Mhm. que je reproche à tous les PNListes qui font essentiellement du recadrage sur, en fait, je vais t'expliquer ma vision du monde qui est potentiellement plus permissive, à toi de l'adopter ou pas. Et si tu Mhm. n'y vas pas, je t'explique à quel point, en fait, ben, t'es pas à la hauteur et c'est pas le bon moment pour toi. C'est pas vraiment éthique. PNL éthique, c'est ben, par rapport à là où tu en es aujourd'hui, par rapport à tes besoins, par rapport à ton parcours, ton histoire, tes croyances, en fait, ce serait quoi le step d'après? De quoi tu as besoin pour y aller? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, une fois qu'on a identifié le blocage? Est-ce que tu es OK pour qu'on le fasse péter? De quelle manière tu as envie de le faire péter? Et alors, ben, allons-y, regardons de quelle manière, en fait, ça te permet d'aller un step au-delà par rapport pas à ce que moi je veux pour toi, mais par rapport à ce que toi, tu veux pour toi. Mhm. Et en fait, le point de vue éthique, pour moi, il se joue à ce niveau-là. Tu vois, c'est vraiment une approche centrée sur la personne, sur c'est quoi ton prochain step d'après? Donc, c'est mixer la PNL et la maïotique, tu vois, faire émerger les solutions de la personne et pas du praticien. Ouais, ouais, je te rejoins complètement sur le côté intention et posture du praticien avant tout. Et, euh, j'aime bien la nuance que tu apportes à chaque fois dans tes propos, la nuance et la profondeur que tu apportes dans tes propos pour donner un contexte plus général à une donnée comme la PNL, comme une pratique ou autre. Euh, et, et ça te donne beaucoup de... Du coup, ça te donne de la profondeur à cette discipline qui, c'est vrai, au départ, a été beaucoup utilisée par des vendeurs ou des commerciaux à des fins un petit peu, du coup, pas forcément. L'intention les servait eux, pas la personne qu'elle voulait accompagner ou servir. Euh, Toi, dans tes bootcamps, donc dans tes accompagnements que tu fais pour les professionnels de l'accompagnement, on va les mettre dans cette catégorie-là. C'est quoi la peur principale ou la limite ou le frein ou la croyance, ce que tu veux, la barrière mentale qui revient le plus? Une histoire de légitimité, essentiellement, parce que c'est les phases de transition. Tu vois, pour les coachs et les thérapeutes, en général, c'est les phases de reconversion. Hmm. Donc, après un parcours de 20, 25 ans dans le management, dans le marketing, dans whatever, poste à responsabilité, dans les achats, en fait, c'est personnes qui ont grimpé les échelons, qui ont acquis une forme de notoriété locale dans leur entreprise, potentiellement un petit peu de pouvoir, un statut social dans les familles. Et elles se retrouvent en fait avec un nouveau projet en tant que débutante sur un domaine complètement différent pour lequel elles n'ont pas la formation initiale. En fait, en tout cas, c'est pas. Il y a vraiment, tu vois, les rails sur lesquels la personne a été mise, et puis paf, le bâton de dynamite en dessous, et puis là, elle part en roue libre, tu vois, comme dans le western quand on fait dérailler le train. Et c'est exactement ça. Et attends, je suis dans le désert, il n'y a plus de rails devant moi. Comment je vais? Et puis, les gens autour de moi. Bah, il y a plein d'autres coachs certifiés qui font ça depuis plus longtemps, qui sont potentiellement meilleurs. Moi, j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez d'expertise pour pouvoir justifier que j'ai des résultats. D'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment des résultats? Est-ce que je m'autorise à faire ça? Il y a pas mal de croyances aussi chez les coachs sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Euh, la légitimité qu'on a à accompagner certaines problématiques ou non. En fait, ça va être ça va être ce côté nouveau qui fait que la plupart des coachs qui se lancent, en fait, se posent cette question de la légitimité à l'instant T, plus de la capacité à en vivre correctement. Et puis, il y a aussi cette croyance de, ouais, mais on ne fait pas ça pour l'argent, que tu as peut-être vu dans le bootcamp d'ailleurs. Classique. Ouais, mais si tu le fais pas pour l'argent, tu le feras pas longtemps. Et, et Ah, c'est pas donc, mal ça. et donc, ça va être un petit peu ça. Chez Ouais.
Ouais, mais enfin ouais, complètement. Qu'est-ce qu'on, c'est quoi ton, tu disais que t'aimes bien réfléchir comme le jeu avec le step d'après. C'est quoi ton step idéal, ton step futur niveau max? Mon step d'après, c'est de commencer à faire grossir la communauté des PNListes passionnés et éthiques pour pouvoir ensuite en faire monter un ou deux, tu vois, pour me filer un renfort sur les bootcamps. J'ai vraiment cette envie, tu vois. Le gros problème de la PNL, c'est qu'elle est flaguée au-delà de charlatanisme. Alors, pour le charlatanisme, il faut savoir qu'il y a plein de bouquins qui ont été écrits dans les années 80-90, qui n'ont pas été mis à jour depuis et qui sont encore vecteurs de plein de neuromythes. Donc, c'est attention à faire les mises à jour aussi, parce que, tu vois, les personnes sont plutôt visuelles, auditives, kinesthésiques. C'est pas exactement ça. Ça a été démonté, ça a été débunké. Il y a des subtilités qui viennent s'y rajouter. Savoir que comme c'est une approche empirique, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont parties sur la base d'hypothèses. Hmm. Et ensuite, bah, du coup, ça a continué à évoluer, mais les écrits, eux, bah, continuent à véhiculer, tu vois, certaines fausses croyances ou certains neuromythes. Et donc, mon prochain step d'après, c'est d'amener une PNL éthique, déjà beaucoup plus en lien avec ce qu'on peut voir en école de coaching, d'amener aussi des clés pour travailler au niveau de l'individu, toujours de manière éthique, et derrière une PNL beaucoup plus libre que ce qu'on peut voir avec le travail sur les stratégies, avec juste le processus et se dire, OK, en fait, la personne répond plus à l'intention du praticien, à son intuition, à sa créativité, à sa propre créativité aussi, finalement, qu'aux outils qu'on va pouvoir utiliser. Et donc, mon objectif, c'est de devenir, en fait, un nouveau point de départ pour la PNL Ouais. sur un tremplin justement à transmettre une PNL éthique, pouvoir moi, bah, derrière en termes de projection, j'aimerais bien pouvoir m'appuyer sur les personnes que je forme au fur et à mesure pour les faire monter en compétences, tu vois, avec moi, dans ce rôle de maître Prad, puis de formateur, et pouvoir faire grossir le mouvement en mode boule de neige, en fait. Parce que je suis persuadé que ça devrait être enseigné à l'école, cette capacité, ne serait-ce qu'à reprendre la main sur ses propres émotions, à gérer le stress différemment, à nourrir de l'esprit critique par rapport au contexte, par rapport à est-ce que je suis d'accord avec le fait de vivre ça, de ressentir ça, de me dire ça. Et donc prendre beaucoup plus de recul par rapport à sa propre situation. Donc moi, mon objectif, tu vois, c'est vraiment de créer des espaces de liberté. Alors Euh, bien, hein. on y revient, hein, c'est vraiment central, c'est vraiment créer des électrons libres à l'esprit critique. T'as pensé à fonder une école? Oui, bah c'est un petit peu ça prendra pas la forme d'école parce que c'est trop cadrant. Ça manque de liberté? C'est pareil, là, tu vois, le dernier truc que j'ai lancé, je l'ai appelé le dojo. Je me suis dit, en fait, il y a plein de coachs qui coachent pas assez parce qu'ils n'ont pas de clients. Il y a plein de coachs qui se font pas coacher parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et pourquoi on ne crée pas un espace, en fait, pour se développer par le coaching, justement, sur un espace ouvert qui permettrait à la fois de coacher et d'être coaché, de s'auto-recommander, de se serrer les coudes. Et donc, potentiellement, j'ai créé, pas une école, j'ai créé une cour de récréation. Tu vois, où on va venir jouer, on va venir travailler sur ces problématiques et on va venir ensuite bah, faire ce qu'on sait faire de mieux, à savoir du coaching, de la PNL, et puis petit à petit se débloquer les uns les autres et créer une forme de saine émulation. J'ai pas envie d'être trop au centre de ce truc-là, j'ai envie d'un truc beaucoup plus horizontal. Tu vois, au départ, j'aime bien, moi, l'idée de me positionner comme soutien, transmettre potentiellement une vision, de la nuance, des compléments de technique en tant que formateur. Tu vois, je sais que j'en ai les compétences, mais potentiellement, s'il y a des personnes qui sont formateurs AT ou formateurs CNV qui sont intéressés, ben, pourquoi ne pas venir aussi, tu vois, venir compléter? Parce qu'encore une fois, moi, j'ai mon modèle de référence, mais ça ne veut pas dire que les autres, je ne les juge pas valides non plus. Des trucs formidables en AT, des trucs formidables dans les approches systémiques, dans les constellations. Après, ça va être de quelle manière on arrive à faire un joyeux mix, tu vois, au milieu de tout ça, pour faire en sorte que chacun puisse bah, trouver bah, chaussure à son pied, une sensibilité qui lui corresponde, une approche qui corresponde et vraiment développer une identité professionnelle bien propre. J'aime beaucoup l'idée de la cour de récréation et cet espace de liberté, encore une fois, d'ouverture. Je ressens beaucoup d'ouverture chez toi par rapport aux autres et à ce qui se fait. Et à la fois, tu es capable d'être tranchant et d'avoir un avis critique sur ce qui te plaît moins. Je trouve ça aussi agréable en t'écoutant. Euh, et, et le dojo.
très très intéressant, le dojo. Comment bah tiens, allons sur ta casquette entrepreneuriale du coup. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat? Tiens, on va commencer par une question très ouverte. Dans l'entrepreneuriat. Ben écoute, j'aime bien, j'en fais depuis 4 ans et je m'en lasse pas. Donc ça serait mentir de dire que j'aime pas ça. Après, faut quand même être bien accroché à son siège par moment. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as les fausses joies, tu as les projets, tu avais fondé beaucoup d'espoir et puis ça marche pas. Donc en fait, tu vois, même il y a plein de trucs, je le savais, mais j'ai eu besoin de me planter pour prendre conscience qu'en fait, oui, ben, en fait, j'ai peut-être grillé une ou deux étapes qui étaient pourtant pas si facultatives que ça. Tu vois, l'an dernier, j'ai voulu lancer un groupe de supervision. Je m'étais dit, bon, j'ai une trentaine de bootcampers, j'ai formé une quarantaine de personnes, j'ai plein de personnes, en fait. J'ai eu 3 personnes sur l'année. Et parce que je l'ai mal lancé, j'ai lancé une offre, en fait, qui, moi, me correspondait, mais j'avais pas sondé potentiellement les personnes de ma cible, vérifié en termes de moyens, en termes de dispo. Le lancement, je l'ai fait un petit peu par-dessus l'épaule, de sorte qu'il y a 3 personnes qui m'avaient dit oui, et puis finalement non, parce que ça a été trop vite, et puis en fait, j'avais pas réfléchi comme ça. Et donc, c'est vraiment, tu vois, pareil, la formation de décembre pour le praticien PNL. Au départ, j'avais une personne qui m'avait tapé dans la main, j'attendais 6 personnes, ils venaient en groupe, et puis ils viennent plus. Ça fait un trou de 25 000 € dans mon chiffre d'affaires, en fait, du jour au lendemain, sur lesquels j'avais commencé à compter. Donc, en fait, à chaque fois, j'apprends, je me dis, OK, je vais pas compter dessus tant que c'est pas signé. Et donc, ça me permet d'adapter à la fois, et là, c'est en lien avec ce que disait Géraldine dans le podcast, ça, sur le dernier numéro, mais j'adapte mes process au fur et à mesure de mes échecs, tu vois. Hmm. Et donc, tu progresses pas sans échecs. C'est vraiment, en fait, mon parcours, tu vois, c'est une suite d'échecs successifs qui me Ouais. permettent au fur et à mesure de retenir les apprentissages. Et si je reste focus sur l'expérience émotionnelle de l'échec, à ce moment-là, je vais commencer à me décourager. Alors que finalement, si je garde le focus sur bah, c'était quoi la charge utile de cette expérience en fait, qu'est-ce que j'en retiens? Bah, à ce moment-là, ça me permet à chaque fois d'y aller de plus en plus confiant sur en fait, je suis une base de données d'échecs cumulés et c'est ce qui me permet justement de ne pas les reproduire. Tu vois, c'est ce que me dit Caro en fait. Bah, tu te plantes souvent, mais ce qu'il y a de reposant, c'est que tu fais jamais 2 fois la même erreur. Et je pense que si tu veux être un bon entrepreneur, à moins d'être un vrai génie au départ, hein, mais c'est pas mon cas. Moi, je suis quelqu'un du terrain. J'ai Hmm. besoin de tester. Il y a plein de trucs, je le savais déjà, mais j'ai eu besoin de me casser les dents en fait pour me rendre compte que. Tu vois, c'est comme quand tu vois des gens qui se cognent le petit orteil sur la chaise et que, bah, en fait, tu l'as pas vécu. Tu sais pas à quel point ça fait mal. Tu as besoin de le vivre une première fois pour te faire une idée. Ben, l'entrepreneuriat, c'est pareil. L'entrepreneuriat, c'est des pieds qui cognent des meubles. C'est à répétition. Et c'est surtout comment je fais pour pas perdre mon enthousiasme au milieu de ça. Tu vois, Ouais. c'est vraiment, c'est quoi le step d'après? De quelle manière, en fait, malgré le fait que, ouais, on ramasse un petit peu quand même, hein, c'est pas toujours évident, les lancements. C'est pas toujours évident de les dérouler non plus. C'est pas toujours de tout repos. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles, mais par contre, ça permet quand même des rencontres. C'est, Et c'est, moi, euh, ce qui me tient, c'est vraiment les personnes que je rencontre, tu vois, me dire, oh là là, et je les trouve vachement inspirants. Moi aussi, je veux faire ça plus tard, tu vois. ouais. C'est vrai que tu es Et beaucoup dans la rencontre, toi. ouais. Tu- De tu- toute façon, on ne devient pas coach si on n'aime pas les gens d'une manière ou d'une autre, en fait. Ouais, c'est vrai que ça peut être un ingrédient utile. Ça peut être, ça peut être aidant. Mais tu as ce côté. Tu me fais penser. On se ressemble beaucoup, hein. Enfin, depuis le début, tu utilises beaucoup de vocabulaire qui me sont chers également, hein. Je pense au jeu, je pense à l'expérimentation, je pense au fait d'apprécier l'échec comme une étape nécessaire à la réussite. Je pense aussi au côté besogneux que tu as et que j'ai, hein, quand je dis ça, attention. Et du coup, ça résonne beaucoup en moi, hein, tout ce que tu dis naturellement. Euh, et c'est super intéressant parce que je pense que en fait, 99% des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui commencent, sont comme ça en fait. Évidemment, il y a 1%, il y a toujours quelqu'un qui est plus talentueux que quelqu'un d'autre, qui arrive sur un créneau, un réseau et qui explose, mais les gens sont comme nous dans 99% des cas. Qu'est-ce que tu conseillerais à un coach ou thérapeute qui fraîchement diplômé, d'accord? Donc tu te rappelles, hein, quand on était fraîchement diplômé, on était tout content, on va sauver le monde, nanana, on va faire un site internet, on va avoir plein de clients. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là qui démarre avec
justement la succession d'échecs que tu as connue. Alors, pas sur la base de mes échecs, mais un que je vois beaucoup en ce moment, c'est arrêter de vous dévaloriser. Ok. Si vous vous dévalorisez, en fait, c'est pas tellement le problème de la valeur que vous accordez au départ. Vous n'avez pas d'expérience, c'est normal de ne pas avoir une grosse estime de soi au départ. Mais par contre, si c'est perceptible par votre client aussi, il va dévaloriser la valeur de ce que vous proposez. Et donc, potentiellement, il aura moins de résultats. En fait, la manière dont on va avoir confiance en ce qu'on propose à notre client, ça va être un élément clé, en fait, de la transformation qu'on va proposer. Et donc, c'est OK de douter. Mais par contre, si votre client le voit, en fait, il va commencer à douter aussi. Et en fait, pour son changement, il a potentiellement commencé à rentrer en résistance face à son changement, à sa confiance en vous, à le faire changer, au changement qu'il est en train de construire avec vous, et donc potentiellement limiter les résultats. Donc, surtout, si vous avez peur, ne le montrez pas. C'est normal d'avoir peur, mais partez du principe que ça marche déjà. Je m'arrête là-dessus parce que Euh, bah, tu vois, le conseil que tu donnes, tout de suite, c'est un conseil, on va dire, on va donner l'étiquette mindset, même si ce mot peut être aimé ou pas aimé, galvaudé ou pas galvaudé, mais c'est un conseil d'état d'esprit. Que tu dis pas aux personnes, entourez-vous bien, formez-vous, utilisez l'intelligence artificielle, enfin ça pourrait être ça, mais ton conseil, toi, c'est tout de suite arrêter de vous dévaloriser, donc une forme d'état d'esprit. Et moi, je trouve que c'est fondamental en fait, parce que l'état d'esprit, le mindset, on appelle ça comme on veut, c'est ce qui va le plus évoluer dans notre vie d'entrepreneur et c'est ce qui va être toujours là, quoi qu'il arrive, et nous permettra toujours d'avancer vers du mieux. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a toujours très très souvent tendance à se dévaloriser et souvent ceux qui réussissent, quelque part, ils ont ce côté un peu, alors c'est une généralité du coup, mais ce côté un petit peu assurance en soi. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils renvoient cette image-là qui fait que les autres se disent, il est sûr de lui, donc il sait ce qu'il fait, etc. Donc toi, tu dirais, arrêtez de vous dévaloriser. Ouais. Ouais, et pour ça, faites confiance à votre client. Tu vois, moi, le premier truc, c'est pas que je me fais un crédit de confiance, c'est que j'ai déjà une vision quand je reçois la personne de là où elle pourrait aller. Et je lui fais confiance pour pouvoir l'atteindre. Et donc, en fait, c'est pas tellement moi. Tu vois, moi, je suis juste là pendant qu'elle est en train de réfléchir. Je pose une ou deux questions quand j'ai l'impression que c'est bloqué, mais finalement, le boulot, c'est la personne qui le fait. Et donc, moi, j'ai juste confiance dans sa capacité à vouloir changer. Et donc, potentiellement, à se mettre en mouvement et être actrice avec moi de son propre changement. Et donc, c'est pas en fait, c'est ça, c'est arrêter de se regarder le nombril et juste reporter attention sur ce qui est important, à savoir notre client en face et sa propre capacité à se transformer. Tu vois, j'ai eu en supervision une personne qui m'a dit, moi, je suis une coach normale, en fait, et j'ai envie d'accompagnements normaux avec des clients normaux. Mais la personne qui vient te voir en coaching pour une transformation qui, pour elle, a de l'importance. Déjà, si toi, tu considères que c'est un client normal avec une problématique normale, tu es déjà en train d'évaluer potentiellement ton client. Mm. Et si tu le dévalues, si tu dévalues l'importance de ce qui est en train de se jouer, potentiellement, bah, tu baisses un petit peu la motivation à atteindre cette transformation, à le faire avec toi. Et puis si, en tant que Complètement. coach normal, qu'est-ce qui ferait qu'on vienne te voir? Qu'est-ce qui fait que le client, il a envie de s'engager dans des résultats? Surtout si toi, tu envisages des résultats normaux. En général, il faut toujours viser un petit peu plus grand pour notre client, tu vois. Faut le voir dans la version optimale pour que lui, en fait, en prenne un petit peu. Et donc, c'est vraiment ça, c'est sortir, en fait, de qu'est-ce qu'on fait. Mais regardez, en fait, bah, moi, je me positionne vraiment la plupart du temps en tant que spectateur, tu vois, dans mes coachings. Je balance un petit peu d'énergie. La personne me dit j'ai envie de changer. Je lui dis ouais, c'est possible. Allez, comment tu t'y prends? Ah ben, je pourrais faire ça, ça, ça. Et tu vois, c'est vraiment nourrir cette curiosité, c'est cette approche orientée solution, très propre au coaching aussi. Mais vraiment, vraiment transmettre cet enthousiasme plus que de la technique, en fait. Le processus, les techniques, les outils. Et de la poudre aux yeux. Ce qui compte au départ, c'est que nos clients ils répondent avant tout à une intention. Là, tu me parles beaucoup, enfin, ça me parle beaucoup, évidemment, évidemment. Euh, je, il y a autre chose souvent qui revient chez les personnes qui démarrent dans les coachs ou autres, c'est comment trouver des clients. Comment avoir de l'argent, en gros. Hein, enfin, comment être riche, quoi. Si je fais le, si je fais le raccourci, tu sais. Non, mais sans tomber dans l'écueil qu'on voit partout maintenant sur les réseaux, comment gagner de l'argent sans rien faire, etc. Toi, à titre personnel, par rapport à ton activité, tes activités, comment tu fais pour trouver tes clients? Comment je fais maintenant? Oui, comment tu fais maintenant, ouais. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait avant. Avant, j'ai fait beaucoup de gratuits. Comment faut pas faire? Non, enfin, à moins que tu Comment ça faut soit pas un faire? conseil.
C'est ça. Au départ, j'ai fait beaucoup de gratuits en espérant que ça ferait marcher le bouche à oreille. Et ça a beaucoup marché, mais ça m'a amené beaucoup de clients gratuits. Ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est que ça m'a permis de gagner en expérience. Et Mais oui, quand par contre, même. ça m'a pas fait gagner d'argent. Ok. Donc, moi, j'ai eu cette chance, en fait, d'avoir 2 ans de chômage pour me lancer au démarrage. Et donc, je me suis autorisé à me planter, à prendre des spécialisations pour lesquelles il n'y avait pas de marché, comme l'accompagnement des adultes HPI. J'ai pu aller creuser, explorer, me former, et donc sans trop d'enjeux. Mais le gratuit, c'est bien dans le sens où ça permet les premières recos, ça permet de s'exercer. Euh, Au-delà de ça, ça prend quand même de la charge, surtout s'il y a des besoins de résultats rapides, en fait, qui Ouais. nous ralentissent un petit peu. C'est tout ce temps-là que j'ai pris. Bah, ça a été un temps où je pouvais pas avoir beaucoup plus de temps dispo pour construire autre chose sur du plus long terme. Ensuite, comme beaucoup, je suis parti dans les organismes de bilan de compétences. Alors, Ok. les organismes de bilan de compétences, c'est bien, ça assure du volume, mais ça assure du volume à faible taux. Donc, ça maintient la sécurité et ça maintient la sécurité en même temps. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as un taux horaire à 50, 55 euros quand tu fais du bilan de compétences et que pour en vivre, en fait, tu es obligé de retomber dans du 40 heures semaine en fonction de ton Ouais, mode donc de tu vie. redeviens salarié C'est ça, avec c'est la un bonne idée de tarif. Schrödinger, le bilan de compétences, en Ouais. fait, en fonction de... C'est une bonne idée et une mauvaise idée, la sécurité et l'insécurité en même temps. Et après, ben, en fait, c'est comment trouver les clients? Ben là, en ce moment, j'ai trouvé un truc, ça m'appartient, mais je m'achète mes carnets d'adresses. Comme j'ai identifié que moi, mes clients, c'est plutôt des infopreneurs, des solopreneurs, je m'inscris à des bootcamps où ils sont et je trouve des bonnes occasions d'aller leur parler sur la base de ce qui est en train de se parler dans leur Oh, la bootcamp. technique! Et en vrai, tu vois, à chaque fois que je me suis inscrit à un bootcamp, ça m'a coûté entre 1 200 et 3 000 euros. Mais ça m'a permis à la fois de tomber sur bah, des gens qui étaient dans la même mouvance que moi en termes d'état d'esprit entrepreneurial, qui avaient besoin de mes services et moi potentiellement besoin des leurs. Et en fait, chacun de ces bootcamps, je les ai rentabilisés en moins de 3 4 mois, Ok. avec soit des séances individuelles, soit des personnes qui ont trouvé intéressant ce que je faisais, qui sont venues se former avec moi. Plus au fur et à mesure, le fait que ça m'a permis aussi de me mettre en contact avec des entrepreneurs de plus en plus gros, de plus en plus reconnus dans la sphère LinkedIn, qui est une petite sphère, mais par contre, ça commence à faire effet boule de neige. Donc, c'est investissez potentiellement alors, moi, je l'ai fait sur LinkedIn parce que j'aime bien, mais il y a des personnes qui peuvent très bien faire ça avec des réseaux physiques, tu vois, avec des BNI, avec des Dinabuy ou des clubs protéines, pour en citer trois, et pas avoir de soucis. Mais, euh, mais c'est vraiment aussi, mettez pas tout sur les réseaux sociaux si vous n'aimez pas ça non plus au départ. Hmm. Ouais. Ouais, Il y a j'accompagne plein de personnes en fait qui fonctionnent très bien avec du réseau physique, de la prospection bien sûr. locale, des journaux, des cartes de visite. C'est un truc à pas. En fait, le gros problème, tu vois, avec LinkedIn, c'est que les gens qui t'expliquent comment vendre sur LinkedIn, c'est ceux qui vendent sur LinkedIn. En fait, et donc il y a une espèce de biais bizarre où finalement tu te dis la seule manière de bien vendre, c'est de le faire avec du réseau social et tout. Non, il y a plein de personnes qui vivent très Hmm. bien sans avoir à se forcer à faire ça parce que derrière, potentiellement, elles ont un contact solide, des relations, et donc investir sur l'humain avant d'investir sur le média. Le média, après, c'est pour une cible particulière, quand on sait que notre cible va y être attachée, va y attacher de l'importance, mais c'est pas la solution. C'est une solution qui fonctionne bien. Moi, c'est celle que j'ai choisie. Je la conseillerais pas à tout le monde. Ouais. Ouais, c'est vrai que bon, LinkedIn, c'est un microcosme hein, quelque part, et c'est Géraldine dans l'épisode d'avant qui parlait de consanguinité. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais moi je partage, j'aime beaucoup. Et j'aime bien du coup dans ce podcast inviter des personnes hors LinkedIn aussi, hors réseau social, puisque c'est sur les mêmes, enfin, sur les mêmes, voilà, on est tous dans le même algorithme, de cette espèce d'algorithme cognitif, comme je dis. Euh, et effectivement, il y a d'autres choses, il y a d'autres manières de faire, et l'entreprise a existé bien avant les réseaux sociaux, et elle existera bien après les réseaux sociaux. Donc il y a des vieilles pratiques, comme aller prospecter, comme aller parler à des gens, comme rencontrer des personnes dans des réseaux physiques, comme tu le dis, qui marchent aussi très bien. Clairement, et qui Aujourd'hui, continue à moi je trouve, évoluer, tu vois. Et pour en faire le plus, parallèle avec la PNL, en fait, la PNL, elle est à sa quatrième génération. Il y a eu des mises à jour successives avec du travail au niveau des équipes, c'est un des Pokémon, optimisations. Comment? c'est un Pokémon. C'est ça, c'est un Pokémon. Mais moi, je reste fidèle à la première, en fait. C'est pas parce qu'il y a eu d'autres générations que la première a arrêté d'évoluer. Et c'est exactement la même chose avec les entreprises et les réseaux physiques.
En fait, le problème, c'est que de plus en plus, LinkedIn, c'est une plateforme de créateurs. C'est plus tellement une plateforme pour les entreprises. Mm, Ou alors, c'est vraiment un réseau local interne pour les entreprises. En tout cas, c'est de plus en plus pris d'assaut par des créateurs de contenu. Et donc, plutôt par des solopreneurs, des infopreneurs, des freelances, en fait, qui vont vendre leurs services aux entreprises. Mais du coup, c'est un petit peu biaisé, tu vois. Sur les 1% qui publient, finalement, bah, c'est pas représentatif des consommateurs, ni même de l'écosystème LinkedIn dans sa globalité. Il y a toute une majorité silencieuse dont on voit jamais, enfin qu'on voit jamais, dont on n'entend jamais parler. Il y a plein de personnes qui me contactent, je savais même pas qu'elles existaient avant. ouais, c'est souvent le cas d'ailleurs. On les voit jamais Et, avant. et donc, c'est vraiment ça, se dire attention, ceux qui publient, c'est qu'ils ont potentiellement quelque chose à nous vendre, hein, nous les premiers. Bien sûr. On fait pas ça par. Enfin, il y a du kiff parce que sinon on le ferait pas, mais c'est pas non plus du bénévolat pur, c'est à afficher des services sur un canal de communication privilégié. L'idée, c'est de se dire que par contre, si tu communiques pas du tout, d'aucune manière, avec personne, tu auras beaucoup plus de difficultés à trouver des clients. Non, C'est vraiment ça. on peut dire que t'en auras pas même. C'est, C'est un qu'est-ce que tu, malentendu. ouais, sur un malentendu, ça peut marcher. Qu'est-ce que tu, comment tu gères toi tes réseaux sociaux, tiens? Je me lève le matin, je me dis est-ce que j'ai envie? Si j'ai envie, de quoi je parle? De quoi j'ai parlé hier et avant-hier? Est-ce que si je reparle de ça aujourd'hui, c'est pas un peu relou? Et puis, puis je regarde, tiens, c'est quoi l'idée du jour? Et puis ensuite, je prends 10 15 minutes et je sors un truc. Si j'ai pas de photo sous la main, j'essaye d'aller en chercher une dans les posts d'avant, mais il y a un peu plus longtemps, histoire qu'on se souvienne pas que je fais un petit peu de recyclage. En fait, c'est du moindre effort. L'idée, Mm. c'est juste que j'essaye de créer un lien entre ce que je suis en train de mettre en avant en termes d'offres et potentiellement bah, des messages qui peuvent être pertinents aux personnes que je vise à travers cette offre-là. Mais pour l'instant, c'est tellement pas structuré. Je me suis fait accompagner là-dessus, je me suis fait tirer les oreilles, mais j'arrive pas à me discipliner sur le sujet parce que bah, pour l'instant, c'est vraiment une phase de création où je suis en train de consolider le parcours client, les offres, les liens entre les différentes offres, la communauté. Donc, je peux pas être partout à la fois. C'est un truc sur lequel, après, j'aimerais bien pouvoir commencer à déléguer à partir de l'an prochain aussi. Comment tu prends soin de toi dans tout ça? Oh, c'est une bonne question. Bah, déjà, je suis vachement à l'écoute. Dès que je vois que je suis en apnée ou autre, ou que là, il y a un truc, tiens, je suis en train de lutter contre le sommeil, c'est pas le moment. Donc, à ce moment-là, soit il est la nuit et je vais dormir, soit il est le jour et je vais marcher. Ou alors, si j'ai un creux suffisant, je vais à la salle de sport. C'est vraiment faire attention, tu vois, à cette espèce d'hygiène physique avant tout, qui va me permettre déjà d'être en forme pour pouvoir tenir sur la durée. Et puis après, bah, c'est prendre du temps quand je suis avec les enfants pour en profiter, jouer avec eux. Euh, Après, il y a toujours des moments où je bosse, tu vois, quand je suis avec les enfants, mais j'essaye quand même d'être sur des tâches beaucoup plus interruptibles. Donc j'ai adapté, tu vois, les séances de deep focus, à ce moment-là, je vais les faire plutôt quand je suis tout seul. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre avec moi, à ce moment-là, je fais attention à avoir des tâches qui sont plus interruptibles pour pouvoir me rendre dispo au besoin. Et ça a été un ensemble d'ajustements successifs sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Ça a été la capacité à dire non aussi. Ok. J'ai dû arrêter certains chantiers parce que pas suffisamment rémunérateurs ou alors ça avait du sens, mais finalement ça me mangeait trop de temps, d'énergie par rapport de un à la satisfaction que j'en retirais. Tu vois, le gros problème en fait avec le trop bénévole ou le trop gratuit, c'est que ça attire potentiellement des gens qui sont semi-motivés, qui viennent parce que c'est gratuit et puis au pire ça marche, tu vois. Mais j'ai arrêté les projets en demi-teinte. Me dire, tiens, j'ai besoin de rester occupé absolument tout le temps en fait pour que ça ait un sens. Non, non, c'est accueillir aussi les zones de vide pour faire autre chose, tu vois. Mes notes, mes prises de notes, tout ce qui est un petit peu administratif, tous ces trucs un peu relous aussi. Me dire, tiens, bah, ces trucs-là, je peux les garder pour quand je regarde une série Netflix ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est vraiment ajuster mes plages horaires, mon agenda en fonction de mes zones d'énergie. Et puis c'est aussi me laisser tranquille. Tu vois, si à un moment j'avais prévu de faire ça et puis non, j'ai pas envie, je ferai demain. Il va se passer quoi en fait? Hmm. Et c'est vraiment ça, tu vois, c'est accepter que mes tâches et mes objectifs, ils sont là pour être tordus, exactement comme mes cadres, mes accompagnements. Et donc c'est accepter. En fait, j'ai un cadre
qui me permet d'avoir une idée de ce qu'il faudrait que je fasse. Et puis, j'ai cette liberté de pouvoir, bah, comme je suis mon propre patient, mon propre patron aussi, pouvoir négocier avec moi le fait que ce ne sera pas fait et qu'il n'y a pas mort d'homme, quoi. Allez, Salvador. Ouais, Tu me donnes un jour off et puis on en reparle demain. c'est important parce que moi, je le vois dans le Boost Camp et les coachs que j'accompagne. C'est important de se dire que faut se laisser cette flexibilité, cette agilité, ce temps pour soi et se dire que ce qui marche pour une personne ne marche pas pour l'autre. Et moi, c'est ce que je dis à tous les coachs que j'accompagne. J'accompagne pas les. Oui, il y a un tronc commun, mais en fait, chacun a sa façon de faire, chacun a sa zone de génie et une manière écologique de fonctionner. Et c'est important de savoir s'écouter comme tu le fais. Euh, j'ai une dernière question large avant de conclure. Euh, tu, tu, t'es quelqu'un d'ouvert, t'es quelqu'un qui aime le lien, t'es quelqu'un qui aime beaucoup les autres aussi. Régulièrement, tu me mets en avant des fois sur des posts LinkedIn et c'est super sympa. C'est très adorable d'ailleurs. Et ça représente bien la personne que tu es. Quelles sont les plus belles rencontres que tu as faites depuis que tu es entrepreneur? Parce que je sais que tu as rencontré plein de personnes. Si tu devais nous citer une ou deux personnes en rencontre, et les autres ne vont pas se fâcher, ils comprendront bien sûr. Ah, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Je sais. Ça va dépendre en tant que qui. Bon, première, bah, c'est Caro, hein, c'est ma compagne que j'ai rencontrée sur le Prat PNL, qui était avec moi sur le Maître Prat, avec qui on a construit les premiers séjours en terre atypique, tu vois, où on avait prévu de faire des stages de développement personnel pour les HPI, avec qui derrière, bah, elle me file un coup de main de malade aussi sur l'organisation des séminaires. Donc, ouais, la première personne, c'est Caro. Ensuite, dans les chouettes personnes, c'est tellement chaud. Je vais parler de Edwige. Edwige, ça a été ma première cliente quand le MCC avait lancé le coaching, comment ça s'appelait? Le coaching solidaire. Ok. J'avais mis un truc sur LinkedIn avec une description des personnes que je voulais bien accompagner. Et elle m'a dit, en fait, j'ai adoré la description, tu m'accompagnes. Et en fait, c'est un amour. C'est un amour dans le sens où elle était hyper volontaire et hyper enthousiaste dès que je lance un truc. Elle est toujours dispo pour me filer un coup de main, tu vois, sur les sujets Calliope. Dès que j'ai une question, je peux appeler. Ça a été mon ange gardien sur l'année 2022. Elle m'a ramené la moitié de mon chiffre d'affaires en m'envoyant ses proches qu'elle pouvait pas coacher elle-même. Ah ouais. Elle m'a donné plein d'idées. Ça a vraiment été pépite. Ouais, Edwige, en tout cas, je ne serais pas là sans elle aujourd'hui. Donc, grosse gratitude. Cette année, si je devais en citer une, ça serait Laurine, Laurine Blandin, Ok. euh, qui tient un podcast qui fait du conseil en management pour les restaurateurs. Et en fait, c'est sur un groupe de codev. Je parlerai de Floriane après. Mais sur un groupe de codev, elle m'a dit, mais en fait, j'adorerais savoir ce que tu fais. Et en fait, c'est elle qui m'a donné l'idée au départ du nouveau bootcamp pour les consultants, qui m'a aidé à le co-construire, en fait. Et ça a été vraiment la personne pour qui j'ai construit le bootcamp et qui m'a fait des retours, qui est en soutien à chaque fois qu'il y a besoin, qui est hyper enthousiaste surtout avec ça, et puis qui met en application ce qu'on y voit et qui commence à voir ses premiers résultats. Et donc, en fait, je trouve que la transformation, elle est complètement folle. Donc, un gros merci pour le crédit de confiance aussi. Et ensuite, Floriane aussi, Floriane Bobet, qui m'a accompagné avec Solozen en 2022, 2023, et c'est déjà pas mal et qui a mis en place toute la communauté de solopreneurs, justement, bah, en fait, je pense que c'est avec Florian que j'ai commencé à réfléchir vraiment cette idée d'entrepreneuriat. Tu vois, au-delà, j'étais un coach, un producteur de contenu, mais j'avais pas calculé en fait que derrière, il y avait une histoire de rentabilité, de business model, que ça méritait quand même d'être un peu carré, tu vois, histoire de pouvoir le faire de manière professionnelle. Et je pense que c'est à ce moment-là que je suis passé de bon amateur à professionnel débutant. Hmm. Et donc, ça a été un ensemble de prises de conscience et surtout, en plus, pour la communauté qu'elle a mise en place aussi, et dans laquelle, en fait, ben, c'est une de mes ressources principales. Aujourd'hui, j'ai une question d'entrepreneur, j'ai besoin de soutien. Ben, c'est un de mes espaces ressources encore aujourd'hui, alors que même je suis plus dans son accompagnement, mais il y a toujours ce lien qui persiste, en fait, et qui aussi ben, est à l'origine de cette envie de créer une communauté aussi autour de la PNL. Ça a été un de mes premiers vrais modèles, tu vois, par rapport à ça. Ouais, super chouette. Et les deux derniers, tu vois, ce serait Fabien Ferreira et Thomas Rivol, Hmm. qui m'ont fait comprendre qu'en fait, la prospection, c'est pas sale. La prospection,
En fait, c'est pas juste de la vente, c'est pas du commercial dans langue, c'est d'abord on s'intéresse à l'autre, et puis après tu fais ce que tu sais faire. Après tu fais du coaching et tu vas parler aux gens. Hmm. Et c'est vraiment le déclic qui m'a amené. Puis après, bah, il y a tous il y a tous les gens avec qui j'échange régulièrement, tu vois, que ce soit toi, que ce soit. En fait, c'est tous les collègues réguliers. Il y a l'écosystème LinkedIn et j'ai l'impression en fait que maintenant, je peux leur envoyer des DM et avoir des réponses, pouvoir m'appuyer sur les différentes personnes et savoir que bah, aussi ces personnes-là peuvent s'appuyer sur moi quand il y a besoin. Et donc en fait, ouais, l'écosystème LinkedIn, c'est ce que j'ai le plus proche aujourd'hui de collègues réguliers. Donc c'est vraiment tout ça qui fait que derrière, bah, ouais, les rencontres, en fait, c'est au quotidien. Ouais, merci pour tous ces noms qu'on va retenir, hein. Caro, Edwige, Floriane Bobet, Thomas Rivol et Fabien Ferreira, c'est ça que tu Ah disais, ouais. sur la prospection. Mais non, la prospection, c'est pas ça. La prospection, c'est juste créer du lien. Trop bien. Loïc, allez, parce que le temps presse, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble et je sais que tu as une obligation après. Question rapide, réponse rapide, ça marche? Ok. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Euh, C'était l'autre jour devant un film. Je suis hyper sensible, je pleure pas beaucoup, mais c'est tous les films où tu as les personnes en fait qui dépassent leurs barrières, qui se disent en fait je suis chelou, mais c'est moi. Tu vois, Ah ouais, donc je me c'est toi souviens de quoi en la fait. Casa Madrigal. L'autre jour, j'ai vu The Greatest Show, tu vois, avec la femme à barbe et tout qui commence à chanter This Is Me. Ouah, c'est parti de suite, tu vois. Il y a une prise de puissance perso. Je suis Ouais. hyper sensible à ça. Ah, il y a l'effet miroir. Pardon. Quelle est la musique que tu aimes écouter quand ça va pas? Ça dépend, ça va pas comment. Quand Tu vois, si ça va pas, c'est triste, à ce moment-là, je vais aller sur un truc, je sais pas, en général, je me mets du Rammstein en ce moment. Je me mets du Rammstein et puis je vais courir. Ah ouais, t'envoies quoi. Ah Ouais, mais bonne réponse. j'évacue. C'est une bonne, très très bonne réponse. Et c'est quoi le conseil lecture que tu voudrais nous donner? En ce moment, je suis en train de reprendre mes lectures autour des arts martiaux, le Bushido, le Hagakure. C'est plein de chouettes valeurs sur l'éthique personnelle, ouais, c'est une forme de philosophie que j'aime beaucoup. Hmm. Donc le Hagakure ou le Bushido, potentiellement. Et sinon, après, bah, les bouquins de Bandler, hein, de toute façon, ils sont indémodables. Les plus récents d'abord, les plus anciens à la fin. Ouais, et on retrouve ton côté, ton influence japonaise, du coup, notamment avec le dojo que tu vas lancer, et puis même la fiche qui est derrière toi, pour ceux qui sont en vidéo, ils la verront. Merci beaucoup, Loïc, c'était un vrai plaisir. Tu sais, tu me fais penser souvent, enfin, tu me fais penser. Quand je pense à la relation qu'on construit, aux échanges qu'on a, souvent je me dis, c'est marrant parce qu'avec Loïc, c'est un peu une rencontre manquée. Parce qu'en fait, on aurait dû se croiser quand je me suis formé à la PNL il y a 3-4 ans, où tu es venu à ce moment-là, mais moi, enfin, t'es arrivé un jour où moi, j'étais pas là, bref. Et en fait, on s'est manqué à cette occasion, et tu avais rencontré d'autres personnes, je pense à Lucie, je pense à Benoît, je sais pas si tu vois, Benoît Ouais, Briel, ouais, clairement. beaucoup. Et finalement, on s'est retrouvé par la suite grâce à LinkedIn et grâce Et grâce à à d'autres Lucie. personnes. Et c'est un vrai régal à chaque fois d'échanger avec toi parce que tu partages certainement des valeurs communes comme la simplicité. Et surtout, 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 tu représentes ce qui pour moi est de plus cher à mes yeux dans l'entrepreneuriat tel que je le vois, mais même dans la vie, qui est la joie d'expérimenter. Tu as parlé tu es une succession d'expériences ordinaires. Ben écoute, je suis ravi de faire partie un tout petit peu de cette succession d'expériences ordinaires en t'ayant rencontré. Donc un grand merci pour ce que tu es pour cet échange. Je te laisse juste le mot de la fin. Ben, merci à toi pour l'invitation. Et puis, de toute façon, c'est pas un au revoir, hein, parce que c'est pas comme si on échangeait pas régulièrement. Donc, à très vite. J'espère que ça aura pu apporter quelques éclairages sur la PNL. Et puis, au pire, que les auditeurs auront passé un bon moment. J'en suis persuadé. Où est-ce qu'on te retrouve? Sur LinkedIn, essentiellement, Loïc Salvado. Loïc Salvado sur Et puis LinkedIn, je après, de mettrai. là, on retrouve tous les liens. Ouais, Je préfère ne pas en donner trop, avoir un bon système d'indexation. Retrouvez-moi sur LinkedIn. tout part de LinkedIn. Je mettrai de toute façon en ressources de l'épisode les références. Merci beaucoup, Loïc. Je te souhaite une excellente journée et à très vite. Pareil, merci Cédric.